Bonjour à tous, vous m'entendez bien partout? Super. Il fait un peu frais aujourd'hui ici. Du coup, je vais commencer par une question qui va peut-être vous réchauffer, on va bouger. Qui a déjà utilisé l'IA? J'espère qu'il aura pas un peu. Vas-y. Ah bah super. Ok, on va la faire inverse. Qui n'a pas encore utilisé l'IA? Super, top. Vous inquiétez pas, vous aussi, vous les avez utilisés juste de manière inconsciente. Donc, elle est présente partout. Je ne parle pas d'IA générative, attention. Je parle des algorithmes d'apprentissage automatique qui sont présents partout, en fait. Quand vous vous rendez sur un site marchand, il y a des articles qui vous sont proposés. Quand vous traversez une frontière, votre passeport est lu, il est comparé avec photo qui est prise à l'instant. Il y a des algorithmes tout pareils, apprentissage automatique dedans. Donc, tout le monde l'a utilisé de manière soit consciente, soit pas consciente. Donc, je m'appelle Yana Yatsun et je suis venue aujourd'hui à Rouen depuis Poitiers. C'est pour ça une petite image, mais je ne suis pas originaire de Poitiers. Peut-être ça s'entend un peu. Je n'ai pas un accent poitevin, donc je suis originaire d'Ukraine. Si j'essaierai de parler pas trop vite, s'il y a des questions ou des notions que vous n'avez pas compris parce que je les ai mal prononcées, n'hésitez pas à la fin. Je suis ouverte à toutes questions, à toutes remarques. On peut discuter pendant la session, on peut discuter dans le couloir après, je ne vais pas m'échapper directement. Donc, on va commencer et aujourd'hui, nous allons parler de état actuel et les points de rupture qui sont conduits à notre état d'intelligence artificielle, les cycles de vie des modèles, comment ça se marche, comment on peut l'utiliser, et les outils qui peuvent être utiles aux personnes qui s'occupent des modèles pour qu'enfin elles délivrent la valeur. Donc, pour commencer, je vais me présenter un peu de manière plus détaillé, mais on ne va pas attarder. Donc, j'ai reçu mon doctorat en 2014 sur le traitement d'images et c'est à ce moment-là qu'on a commencé à utiliser les algorithmes d'apprentissage automatique. C'est juste pour dire que je ne suis pas née avec ChatGPT, je sais utiliser un petit peu avant. Voilà, donc ensuite, j'ai travaillé comme ingénieur R&D dans une petite PME à Poitiers. Et ensuite, j'ai travaillé comme ingénieur machine learning chez Demia. Et aujourd'hui, avec mon équipe, on s'occupe des mises en production des modèles IA dans une institution financière. Pour arriver là, il y avait un petit schéma. Il avait déjà en 1950, M. Turing qui a dit que d'ici 50 ans, il existera on ne pourra plus distinguer ce qui était produit par une machine ou par un humain. Il n'était pas loin des prédictions, peut-être de 20 ans de différence. Donc, tout d'abord, déjà en 1950, il a créé une machine de Turing qui devait prédire des choses, mais c'était compliqué, surtout parce que les données elles étaient analogiques, c'est-à-dire qu'en fait, la diversité et les signaux continus, ils étaient vraiment énormes, c'était compliqué de les mettre dedans. Mais ensuite, en 1991, il y a World Wide Web qui est apparu, cette notion Internet. Et depuis, on a commencé à digitaliser toute l'information. Aujourd'hui, tous les livres que vous souhaitez lire, la forte chance qu'ils existent en version numérique, et donc c'est la donnée, mais pas que livres, tous les signaux et objets connectés, les images, toutes ces choses-là, il existe valeur numérique. Et donc, à partir du moment qu'il existe en valeur numérique, on parle des vecteurs, on parle des données entre 0 et 1, c'est-à-dire qu'en fait, on parle des données qui signaux qu'ils étaient analogiques, qu'on ne pouvait pas dire exactement, on parle des séparations, on a des valeurs, une couleur c'est entre 0 et 255, et donc quelque chose qu'on peut manipuler pour entraîner des algos. Et ensuite, avec les quantités de données qui nous a ramené World Wide Web, on a aussi des capacités de calcul qui sont augmentées avec NVIDIA, avec les GPU, qui nous permettent d'aller plus vite, d'entraîner nos machines plus vite, disponibles plus vite. Et donc en 2012, avant 2012, il y avait une compétition ImageNet où les chercheurs comme moi ou les ingénieurs ont créé les algorithmes pour reconnaître des objets dans les images. Il s'appelle ImageNet. Et donc il fallait trouver la forme ou une couleur ou des choses comme ça ou des polices. Et les gens ils ont apporté des petites améliorations à chaque fois pour gagner la compétition. Et ensuite, Alex Krzyzewski, qui est aussi originaire d'Ukraine, a créé un algo qui en fait a gagné 20%. Jusqu'à là, chaque fois qu'on avait un algo, on a gagné 1% sur ImageNet. Et là, Alex Elfay qui a gagné 20% des performances. Et c'était incroyable. Et c'est à ce moment-là qu'on a commencé à s'intéresser à ces réseaux de neurones. Parce que quelqu'un, peut-être vous connaissez Yann Lequin, qui est data scientist chez Meta, il travaillait sur des réseaux de neurones depuis les années 90. Mais sans données et sans GPU, finalement, ces notions, elles avaient très peu de valeur. Et en fait, la recherche qu'il a menée aux États-Unis, en France, ça n'aboutit pas.
et c'est depuis que les données sont disponibles et les capacités de calcul sont disponibles, on peut tirer les valeurs de ces données. Donc, ce n'est pas une révolution, mais une évolution. Et comme on parle d'IA, il n'y a pas qu'une IA déjà, on parle d'une famille où on a des outils, des raisonnements qui sont antérieurs. Il y a des apprentissages automatiques qui, dedans, il y a énormément d'algorithmes. Et parmi ces algorithmes, il y a apprentissage profond, donc les réseaux de neurones, convolutionnels ou pas. Et dedans, ensuite, il y a des transformers où on a des IA génératives et large language models. Donc, j'espère que je ne vais pas faire déçu, je ne vais pas du tout parler d'IA générative, ce n'est pas le sujet, je ne l'ai pas promis, donc désolée. Et je vais commencer par les bases et expliquer pourquoi ces sujets, c'est quoi la différence entre les approches déterministes et approches machine learning. Dans une approche déterministe que vous connaissez peut-être autant que développeur ou les personnes qui sont en lien avec le dev, on sait ce qu'est un code, on dit voici nos données, voici l'algorithme, voici ce que je veux faire avec les données, et ensuite on obtient le résultat. Avec apprentissage automatique, on ne fait pas ce genre de choses parce qu'en fait, on ne sait pas ce qu'on veut faire. On va obtenir le modèle. Je m'attarde sur chaque approche. Donc, comme on fait un développement, on dit classique, algorithmique, on a un algorithme qui peut être, par exemple, comptable ou pour chiffrer les bénéfices, comme dans mon exemple. On va dire, on a des chiffres d'affaires, et pour avoir le bénéfice, on va soustraire les coûts, les charges et toutes les autres choses qui nous ont induit que finalement, on ne bénéficie pas. Et en faisant cet article, on a nos 3 données, A, X et B, et on sait que voici les relations de ces 2 articles pour avoir le résultat finalement, qu'est-ce qu'on va obtenir comme bénéfice. C'est assez facile. Ce n'est pas du tout pareil avec l'apprentissage automatique où on ne sait pas quelles sont les relations entre X et Y. Ce que nous allons faire, on va prendre les données des résultats et on va dire, ben, entre les deux, il y a une relation et trouve-moi cette relation. Il faut être comme ça ou il peut être des plus et des moins. Et c'est ça ce qui est modélisé par les algorithmes. Donc, les machines, machine learning en anglais, c'est les algorithmes, ils exécutent les tâches pour lesquelles ils n'étaient pas spécifiquement programmés. Pour vous donner un grand aperçu de tous les apprentissages qui existent, donc il existe apprentissage supervisé sur lequel nous allons parler le plus aujourd'hui. Et ensuite, il existe d'autres qui sont semi-supervisés, qui regroupent les deux, non supervisés par renforcement. Et entre les deux, au milieu, il y a par profond, parce que sur tout cet apprentissage, on peut utiliser les réseaux de neurones. Sur quelles données on peut appliquer ces algorithmes? Sur tout type de données, sur les données structurées qui sont dans les tables, où on connaît les relations, ou en quel moment ils arrivent, sur les données time series, dans les données temporelles, mais également sur les données non structurées comme les images, reconnaissance vocale, donc signal vocal, ou le texte, où on parle des images avec le texte, mais également le texte comme le texte écrit dans un livre, relation entre les mots. Aujourd'hui, ces algorithmes, comme je disais, ils existent déjà et vous les avez tous utilisés. Quand vous rentrez dans un parking, on prend photo de vos voitures, on reconnaît les chiffres. C'est l'apprentissage automatique derrière qui reconnaît tout ce qui est écrit. Ensuite, si vous faites une note avec votre reconnaissance vocale, pareil, c'est l'apprentissage automatique qui le fait. Les recommandations, les détections des unités notées et plein d'autres, je pense que vous savez peut-être d'autres usages que je n'ai pas mis ici, mais énormément, on pourra en parler plus. Pour apprentissage automatique, il existe 2 parties principales. La première partie, c'est un moment que nous allons le mettre au point, c'est-à-dire qu'on va prendre nos données et on va apprendre notre modèle. Et ensuite, la deuxième partie où on va déconnecter le modèle de tout ce qu'il a appris et mettre dans le versus monde extérieur où on va tirer un profil. Ça s'appelle utilisation. Et c'est dans la phase deuxième, je n'ai pas de lumière. C'est dans la deuxième partie de l'utilisation qu'on va avoir la valeur de notre modèle. Tout ce qui est mis au point, c'est pour les entreprises et pour nous, c'est que les dépenses. On va chercher les données, on va les nettoyer. Utilisation et la valeur qui pourra nous apporter IA, c'est au moment d'utilisation. Nous sommes en France et je me suis dit que cet petit exemple avec la cuisine pourrait être sympa. Si vous aimez cuisiner, il y a des gens qui aiment cuisiner? Très bien. Vous aimez manger, au moins? Très bien, c'est essentiel.
Donc, pour un modèle d'apprentissage automatique, nous allons faire une course au marché. On va collecter les données, tout ce qui est disponible, en fonction de ce qu'on aimerait faire. On va chercher soit des sensors, soit les data dans les rapports, soit données dans les tables, en fonction de qu'est-ce qu'on souhaite obtenir. Ensuite, chaque donnée, il va voir son traitement. On va faire, par exemple, normalisation, enlever les données très importantes, on va les faire un moyen-âge ou enlever les données qui sont aberrantes. Donc, on va faire traitement. Pour chaque donnée, on va faire son traitement particulier, comme par exemple, on va les couper les carottes, et ce n'est pas le même traitement comme pour les oignons. C'est assez facile. Et ensuite, on va faire un apprentissage où on va mélanger, goûter et ajuster notre modèle. On va choisir telle fonction d'optimisation, tel modèle. Et ce processus, il est un peu itératif avec les données. Et à la fin, on va servir notre modèle via API souvent, sur la mise en production, via mise en production. Donc, comme on a fait notre modèle validé, mise en production, en fait, on s'en fout ce qu'on a fait avant. C'est essentiel qu'elle serve, qu'elle fasse ce qu'il devait faire. C'est ça ce qui nous importe. Tout comme vous avez fait, combien d'essais vous avez fait pour l'obtenir, ça n'intéresse personne. Ce que vous avez fait avec les données, oui, c'est pas beaucoup de valeur. Pour gens, ce qui importe, c'est que le modèle, elle prédit si vous allez acheter, prendre le crédit, si vous allez acheter tel article qui était proposé, c'est ça ce qui importe. Si le portail s'ouvre, il ne vous fait pas embouteillage dans toute la ville, c'est ça ce qui importe. Mais vous avez fait ça dans un moment T, dans le moment historique T, et par exemple, votre recette, vous l'avez fait en l'été. Et ensuite, le temps arrive et on n'a plus d'aubergines, on n'a plus de tomates, mais on a des courges et des noix. Et peut-être il y a des personnes qui souhaitent manger qui sont en fait allergiques aux noix. Et dans la vraie vie, ça arrive aussi. C'est-à-dire qu'on est en reconnaissance faciale et prenait nos photos de visage et à un moment donné, on a dit en fait, tout le monde met les masques. Et donc, c'est bon, votre algorithme ne marche plus parce qu'il avait besoin d'une image de votre visage pour reconnaissance, mais aujourd'hui, c'est fini. Et qu'est-ce qui arrive en cuisine si on ne sait pas s'adapter? Voilà, même chose sur les modèles. Donc, on va revenir sur les choses sérieuses et on va parler d'apprentissage supervisé. Comme vous avez compris et comme on a évoqué, on a 5 phases où on va prendre les données, cueillir, ensuite nettoyer les données, les préparer, sélectionner l'algorithme, les loss, mesurer notre performance, choisir hyperparamètres et ensuite les déployer. La petite flèche rose, elle dit qu'en fait, cette process, elle est itérative, bien sûr, en fonction des données aussi qui arrivent. Nous avons du travail à faire. Et tout ça, c'est avant le déploiement. Nous allons prendre un exemple. J'ai décidé pour vous montrer comment ça se passe, prendre un exemple d'une fleur. Reconnaissance d'un fleur. Peut-être là, vous utilisez cette application qui s'appelle PlantNet, qui permet de prendre une photo de feuilles ou des fleurs et il vous dit quelle est la fleur que vous avez prise en photo. Et donc, comme vous avez vu, moi j'ai fait ma thèse en traitement d'image, donc je vais vous parler de traitement d'image, c'est ce que j'aime, c'est ma passion. Donc, pour faire un modèle qui va faire reconnaissance des fleurs, j'ai prévu 3 fleurs à reconnaître, une tulipe, orchidée et lys. Nous avons de la chance, on a toutes les fleurs, elles sont représentées de la même manière. On a mis l'image pour chaque fleur. Et pour dire que préparation, c'est une partie importante, vous voyez que tout à droite, vous avez les images qui sont en couleur, les formes différentes. On ne sait pas où les images. En fait, il y a toute une première étape dont je parlais, c'est préparation des données, où nous allons faire les algorithmes qui vont centrer sur les fleurs, zoomer, diminuer, bouger un peu, changer de couleur. Et donc, ça nous donne les images préparées qui sont au milieu, qui sont de la même taille et où on a essayé de centrer sur la fleur. Sur toutes les images dans ma dataset, distribution des données d'apprentissage, on a fait cet apprentissage, cette préparation de données. D'accord? Ensuite, une fois que j'ai préparé les données, je prends une architecture assez connue qui s'appelle DenseNet et on va de manière aléatoire le rendre en DenseNet pour apprentissage. Tout à droite, tout à gauche, excusez-moi. Tout à gauche, vous avez les résultats d'une itération où notre modèle il me dit
voilà, je pense que première classe, c'est 0,85%, deuxième 13,02%, et on va faire une fonction d'optimisation qui s'appelle Error Cross Entropy. Ça, c'est le travail des data scientists. Je ne sais pas s'il y a dans la salle, mais toutes ces choses-là, c'est moi qui les ai choisies. Ça pourrait être différemment en fonction de ce que vous cherchez à faire, comment vous cherchez. C'est vraiment, chaque personne, objectif, c'est quand même d'avoir, ça pouvoir reconnaître avec le plus de précision et d'accuracy possible. Donc, on arrivait à faire apprendre notre raison. Et donc, ensuite, on va les mettre à disposition de nos utilisateurs et qui vont aller à Keukenhof, en Pays-Bas, et donc, elles vont faire les photos des tulipes. Très bien. Elles prennent les photos de leurs tulipes, on va centrer sur les tulipes, on va faire le pré-traitement, on a une belle image, on les renvoie à notre DanceNet, et tout va bien. C'est super, notre objectif est atteint. Trop cool. Mais, vu qu'on a donné notre application, dans les mains des utilisateurs, qu'on ne peut pas contrôler ce qu'ils font avec. Ça me fait plaisir qu'il y a des gens qui sont d'accord avec moi, merci. En fait, ils peuvent faire aussi photos sur les images qu'on n'a pas préparées, sur leur chat, ou sur leur chien, ou sur les tournesols, par exemple. Et comment on fait? On va prendre l'image, on va centrer sur les fleurs, on va décoller la fleur, c'est pareil, c'est ce qu'on sait faire, et on va envoyer en DanceNet. Qu'est-ce qu'il va se passer? Ben, au mieux, elle va dire une bêtise. Au pire, cette bêtise, pour les fleurs, peut-être ce sera moyennement grave, mais au pire, ça peut être vraiment grave si on a prédit une chose qui n'est pas attendue. Et donc, c'est notre travail, et donc finalement, ce qu'on a mis en production, ça ne marche pas. Mais, si vous ne le suivez pas, si vous n'avez aucun retour des utilisateurs, et si vous ne savez pas qu'est-ce que vous avez envoyé dans votre DanceNet, ben en fait, vous ne savez même pas qu'il y a un problème. C'est-à-dire que vous avez une application qui reconnaît sur un chat, elle dit que c'est une tulipe, et sur le chien, il dit que c'est une orchidée, et vous, en tant que producteur de cette owner de cette application, vous n'êtes même pas au courant que c'est comme ça. C'est un problème. Et donc, c'est pour ça, première chose, il faut savoir détecter et suivre nos performances et voir s'il y a un moyen rouge affiche. Donc, si l'IA était une voiture, bon, je choisis cette Mercedes. Pouvez-vous lever les mains si vous serez intéressé de faire un tour dans cette voiture? Bon, on est d'accord, plutôt oui quand même, non? Très bien, moi aussi. Est-ce que vous êtes toujours d'accord à partir avec 100 voitures sans aucun tableau de bord? Vous ne savez pas s'il y a de l'essence dans la voiture. Vous ne savez pas où vous pouvez aller. Vous ne savez pas à quelle vitesse vous allez. Vous n'avez aucune information sur la voiture que vous conduisez. Vous êtes toujours d'accord pour partir? Ça me rassure. Hier, dans le chat des speakers, il y avait quand même quelqu'un qui dit « Ah oui, moi je ne vois pas combien il y a de batterie sur ma voiture, je ne sais pas si je vais arriver chez moi. » Enfin, en effet, si ce n'est pas affiché, si c'est l'information partout, on ne sait pas. Tout ça, c'est pour vous dire qu'en fait, modèles d'apprentissage automatique et modèles IA, ils ont besoin, à partir du moment qu'on a mis en production, ils ont besoin le même soin comme ce qu'on fait avec les voitures. Si on peut faire une analogie, que ce modèle, ce sera un moteur d'une voiture, que nous allons donc mettre dans la voiture. Ce sera notre solution informatique parce que pour que PlantNet marche, il y a quand même un software où on va faire notre login, où on va faire les photos, ajouter du texte. Donc, il y a toute une solution autour qui va faire en sorte que votre modèle il arrive jusqu'à votre client. Ensuite, il faut bien penser qu'il faut faire monitoring des performances. Parce que si on ne va pas prendre en compte quelles sont les distributions de données en utilisation, quels sont les résultats, est-ce qu'elle répond en fait, c'est conduire une voiture sans aucun tableau de bord. On ne va pas loin. Il faut prévoir les contrôles techniques, réentraînement, parce que le monde extérieur, il change, réglementation, elle apparaît. Par exemple, à Paris, on ne peut plus conduire n'importe quelle voiture, des choses comme ça. Donc, le monde extérieur, il change. Notre voiture, notre modèle, il doit être révisité régulièrement. Et bien sûr, qualité de notre données, ça reste hyper important comme on est en production et où on ne les contrôle pas. Autant pour l'apprentissage, on peut voir qu'est-ce qu'on met dans un modèle,
Une fois qu'en production et entre les mains de nos utilisateurs, bah, non, on ne contrôle rien. L'utilisateur, vous le connaissez, non? Et donc, pour vous dire qu'aujourd'hui, il y avait la recherche et sur ces sujets très importants. Et donc, 70% des modèles IA, ils ne sont pas déployés en production parce que c'est ce qui fait plaisir à plein de personnes, faire les maths, voir les statistiques, des idées intéressantes sur les données. Et ensuite, on ne va pas plus loin. 3 raisons ont été identifiées pour ça. 3 grandes raisons, et là sans doute des plus petites, on peut rentrer dans chaque partie à l'intérieur et voir pourquoi, quelle était la vraie raison. Tout d'abord, les données, leur disponibilité, qualité et volatilité. Si les données ils changent trop vite, notre système il doit être en place pour entraîner, absorber cette stream de données permanente pour être entraîné. Pas tous les acteurs ils peuvent se permettre, ils savent comment faire et gérer cette volatilité des données qui changent en permanence. Ensuite, il y a le problème non technique, comme gouvernance, éthique et attente de données ou réorganisation intérieure. Je pense que c'est propre à chaque entreprise. Je ne vais pas, en tout cas, dans cette présentation, je n'ai pas prévu s'attarder sur les sujets non techniques parce que c'est un vaste sujet. On peut faire présentation que sur ça, sur tout ce qui peut arriver, et également le déploiement. Et donc, je vous propose de regarder un peu plus sur les déploiements, qu'est-ce qu'on peut faire et qu'est-ce qui arrive et comment on peut résoudre les soucis qui arrivent au déploiement. Donc, je vous présente une pratique qui s'appelle MLOps, qui est donc ensemble des pratiques ou industrialisation des projets IA. Les pratiques MLOps, elles sont inspirées des pratiques DevOps, où on va séparer les développeurs ou data scientists qui vont travailler sur data, modèles. Ensuite, machine learning où on a des data et modèles, c'est tout ce qu'on a vu jusqu'à là. C'est-à-dire qu'ils vont créer les modèles, travailler sur le traitement des données, chercher les données, analyser quel traitement appliquer à chaque donnée. Ensuite, il y a des développeurs qui vont rendre cette code réutilisable, moins de dépendance, sortir des notebooks, peut-être ça parle à certains, quelque chose qui est assez compliqué à mettre en œuvre. Et ensuite, Ops, où on va faire les pipeline CI/CD, Continuous Integration, Continuous Deployment, où on va configurer à l'arrivée les données, préparer le rentraînement des modèles. Et donc, ensemble de cette pratique, DevOps fait qu'on peut réussir un projet LIA et le modèle, il peut arriver jusqu'à la production où elle va enfin apporter de la valeur métier. Je vais vous faire des photos et faire une pause pour... Hop. Merci. Aujourd'hui, il existe des outils pour faire ce travail. C'est assez pratique. Donc, je vais vous présenter quelques-uns. Ce n'est pas du tout exhaustif. Il existe énormément d'outils. Mon objectif, c'est vraiment que vous emparez de cette problématique et que la prochaine fois qu'on développe le modèle, vous pensez, ah oui, il faut que je pense comment on va le déployer. Donc, première, c'est Kedro. C'est un framework qui nous permet déjà d'intégrer qu'on sera indépendant des sources de données parce que comme data scientist, on peut développer sur un projet en CSV, mais ensuite notre modèle qui sera en production, on va le brancher vraiment sur la base de données. Et donc, Kedro, par exemple, nous permet de gérer indépendance, qu'en fait, on n'est pas dépendant des fichiers, mais c'est sources de données. Ensuite, la Neptune AI, c'est un framework qui est assez intégré où on peut donc voir le modèle qui est en production actuellement, quelle était son performance, qui était le meilleur, qui était le moins bien, donc qui nous permet de suivre et déployer. C'est des choses assez différentes avec Kedro. On travaille sur pas la même chose. Kedro, c'est vraiment orienté code pour s'assurer que la qualité de notre code qu'on va livrer, il sera qualitatif. Comet et Neptune AI, c'est un peu plus sur comment nous allons livrer. Et Bento et ZNML, il y a des similarités. Mon objectif aujourd'hui, ce n'est pas vraiment vous présenter toutes les configs disponibles et je ne suis pas au courant de tout ce qui existe, je suis honnête avec vous. Par contre, que vous vous posez cette question et vous utilisez ou regardez ce que je propose déjà, que en fait peut-être pour notre projet, Kedro c'est bien, Neptune aussi c'est intéressant, il propose souvent des open source versions assez disponibles, light, qui pourraient être utiles.
Et ensuite, j'aimerais bien parler aussi de suivre les performances, parce que vous avez vu que si on ne sait pas qu'est-ce qui se passe en production, on est mal, en fait, tout simplement. C'est-à-dire que quand vous avez déployé un modèle en production, ces premières étapes, c'est quand même s'assurer que votre modèle, c'est un peu la base des informatiques, que le serveur il est up, qu'en fait, il répond. C'est la même chose pour les modèles, il faut s'assurer que les serveurs il répondent toujours. La deuxième partie, c'est la qualité des données. Parce que comme on utilise des données en production, ensuite, le schéma de notre base de données, il change. Ou on a décidé de passer par point-virgule et plus par virgule, ou des choses comme ça. Et donc, ça varie énormément. Donc, qualité de données et suivre qualité de données, c'est notre préoccupation permanente. Troisième, au plus en haut de notre pyramide, c'est le sujet sur la performance, c'est-à-dire que le sujet vraiment propre à modèle IA, si on répond toujours ce qui est attendu, si on répond toujours correctement à cette donnée, c'est ce qu'il faut pouvoir monitorer. Et troisième, c'est en fait suivre les KPI métiers, c'est-à-dire que si on a prévu que votre modèle il doit suggérer achat d'un produit, va regarder est-ce que les gens l'achètent en fait ce produit. Parce qu'à la fin, le modèle, c'est pas pour faire plaisir, c'est pas pour dire aux équipes marketing, ah, on utilise l'IA, c'est pour transformer ça en argent. Donc, KPI, avoir un dashboard où vous allez suivre les réponses de votre serveur, c'est la fréquence, est-ce qu'il répond rapidement, quel est le temps de délai. Ensuite, la qualité des données et peut-être avoir des alertes si les données ne sont pas disponibles ou la qualité change. Ensuite, évaluation sur les performances et retour sur investissement, tout ce que vous avez fait pour suivre le pays. Je vais faire un focus un peu sur le suivi des qualités de données. Donc, vous pouvez voir la distribution, c'est la partie la plus importante, ce qu'on avait ensemble. C'est-à-dire que vous avez appris sur certaines données, et si vous les avez sur le dernier jour, sur 3 derniers jours, regardez est-ce que c'est représentatif sur vos données d'apprentissage. Parce que c'est ça aussi ce qu'il faut voir, si on apprend aussi, ensuite on utilise sur les mêmes données ou pas. Si on n'utilise plus sur les mêmes données, votre modèle, il risque quand même de répondre des choses un peu à côté de la plaque. Et au pire, bon, ça n'apporte pas d'argent. Au vrai, vous êtes en porte-faux. C'est aussi, il faut voir, en fonction de comment vous les utilisez, ça peut être assez dangereux. Et pour conclure, donc, je vous conseille pour votre mise en production des modèles IA, avoir un tableau de bord. J'espère qu'avec mon Mercedes, je vous ai convaincu que ce n'est pas très agréable de partir loin sans aucun indicateur, si on va bien. Ensuite, mettre en place des retours des utilisateurs, s'ils sont contents, s'ils aiment bien ce que vous avez proposé. Troisième, automatiser le déploiement, parce que si vous n'automatisez pas, la prochaine fois que vous voulez rentraîner le modèle et remettre en prod, ça va mal se passer. Les personnes qui l'ont fait, il est parti en fait de l'entreprise, il faudra retrouver comment il l'a fait, et en fait, ça ne marche plus du tout. Donc, automatiser le déploiement, ça fera vraiment alléger votre travail. Et créer un baseline, créer un produit sans modèle apprentissage automatique, et voyez est-ce qu'elle apporte vraiment de la valeur ou pas. C'est peut-être contre-productif, ou c'est pas ça ce que vous attendez à la fin de cours sur la mise en prod de l'IA, mais honnêtement, essayez ça et voyez est-ce que c'est de la valeur pour votre produit et c'est quelque chose qui est vraiment nécessaire. Parce que comme vous avez vu, une fois que c'est en prod, le travail commence juste en fait. C'est parce qu'une fois qu'il est en prod, il faut le maintenir, assurer que ça marche et qu'il ne rapporte pas des bêtises. Et là, j'aimerais terminer et je suis ouverte à vos questions. On est très bien en termes de timing. Il nous reste 20 minutes pour des questions-réponses. Est-ce qu'il y a des questions ? Faut qu'il y en ait un qui se lance et après, normalement, ça déclenche tout au niveau des questions. Bonjour, merci pour la conférence. C'était très intéressant, surtout pour un ingénieur de ma trempe. La question que je vais me poser, c'est dans le dev, on n'aime pas trop réinventer la roue. Donc, quand vous faites une IA, est-ce que vous utilisez un modèle déjà fait pour le réentraîner derrière, pour vous gagner du temps, simplement, ou est-ce que vous le créez de A à Z pour pouvoir avoir une from scratch, quoi, globalement ? Oui, ça dépend des besoins, c'est-à-dire
Pour les modèles qui sont propres aux images ou qui sont assez grandes et c'est compliqué à commencer des zéros, on utilise les modèles qui sont déjà disponibles et on fait ce qu'on appelle fine-tuning, on adapte à nos images. Et pour les modèles qui sont propres, plus petites et qui ensuite qu'ils seront été plus adaptés à nos données, à nos algos, par exemple, je parle par exemple pour les banques où on souhaite que dans les données, on est vraiment sur nos clients en France, des choses comme ça, et c'est compliqué. Et c'est ça ce qu'on souhaite prendre en compte. On peut rester sur on peut créer nos propres données parce que c'est beaucoup moins profond, des choses comme ça. Donc c'est vraiment en fonction des besoins et qu'est-ce qu'on souhaite faire. Donc les deux sont possibles. Ça m'amène à une deuxième question. Bien sûr. Par où on pourrait commencer si jamais on veut se lancer dans ce genre de domaine, y compris le MLD Ops, je sais plus, DevOps, je sais plus. C'est un truc qui pourrait potentiellement intéresser certains, surtout des gens qui aimeraient aller dans le DevOps, où potentiellement il y a un avenir là-dedans, quoi. Donc par où est-ce qu'on pourrait commencer en tant que junior? Oui. Ça dépend bien sûr à partir de où vous partez, c'est-à-dire que si vous avez déjà des bases en développement et DevOps, on peut s'intéresser. En vrai, aujourd'hui, il y a énormément de cours, des gens très très bons et très très forts, qui viennent des MIT ou Stanford, qui vous expliquent comment ça marche. Et après, c'est en faisant qu'on apprend. Donc, 12 choses, avoir un peu de théorie avec les cours des professeurs qui sont assez connus, qui sont disposés aujourd'hui. Je veux dire, sur Open Classroom, il y a énormément de cours sur le sujet. Certains sont de qualité, certains un peu moins, mais cela dit énormément. Et ensuite, en fait, c'est un domaine où c'est intéressant quand même comprendre comment ça marche derrière pour vous dire, OK, en fait, c'est cette fonction d'optimisation loss qu'on appelle, qu'il faut choisir parce que je suis dans la classification et pas dans la régression ou des choses comme ça. Enfin, il faut quand même avoir un peu de maths et stats pour comprendre quoi choisir. Mais une fois qu'on met en prod, c'est plutôt pratique qu'il faut manipuler des données, des choses comme ça. Donc, par les deux, c'est-à-dire comme partout en dev, on écoute ce qui est disponible aujourd'hui et ensuite on essaye de faire. Il y a énormément de projets qui sont Kaggle, je ne sais pas si ça vous parle, il y a des compétitions sur le sujet, donc je pense que c'est intéressant pour commencer comme un projet personnel, que vous faites une compétition Kaggle et vous voyez où est-ce que vous arrivez ou pas, des choses comme ça. Moi, je ferais ça. Ok, merci beaucoup. Je vous en prie. Autre question? Déjà, merci beaucoup. Quand on va créer un modèle, on le met en production. Quand on travaille avec un modèle, il y a certaines choses qui sont compliquées à faire, mais il y a d'autres défis qui arrivent quand on parle de scalabilité et qu'on a plusieurs modèles et qu'on doit gérer plusieurs modèles dans un serveur ou plusieurs. Est-ce que vous avez des conseils pour bien gérer la scalabilité et penser un peu à futur de système? Je pense que c'est une vraie question d'architecture, mais au niveau de scalabilité, ça veut dire que en fait, vous avez votre modèle est déployé sur plusieurs serveurs ou dans scalabilité, dans le sens que votre modèle, il il devrait répondre à un nombre de requêtes croissantes, en fonction de sur quoi porte votre question et comment vous gérez ça. La réponse, elle sera la même, soit c'est au niveau de l'architecture, soit c'est sur les solutions de déploiement, finalement, quelque chose comme DevOps ou en fonction des serveurs, comment on va gérer. Donc vraiment, je pense que c'est pareil, c'est un peu réponse de Normand, c'est un peu drôle, mais c'est en fonction du besoin et qu'est-ce que vous cherchez à faire à la fin. Okay, parce que moi, je suis plus data science et bien sûr que je me pose ce type de questions, mais je n'ai pas les connaissances. Oui, je comprends. Moi, si je data scientist, j'avais une conclusion que j'ai enlevée. Que data scientist, seul truc il faut garder en tête, c'est que nous n'allons pas mettre les notebooks en production. Parce qu'en fait, notebooks à l'intérieur, ils importent tellement de dépendances et chaque dépendance, c'est potentiellement une vulnérabilité exposée. Et donc, le premier travail d'MLOps, c'est de dire, OK, si votre code n'est pas en notebook, c'est très bien. S'il est, il faut qu'on les réécrive, on se fasse un vrai modèle un peu avec les classes et on refasse ce que vous avez fait pour pouvoir gérer ça. Donc, c'est première question de scalabilité. Okay. Merci beaucoup. Merci pour votre question. Bonjour. Bonjour. Alors, la
question est un peu floue, mais quel est aujourd'hui pour vous, en retour d'expérience, l'ordre de grandeur de la durée d'un projet d'implémentation d'une IA dans votre entreprise? Elle n'est pas floue, mais ça dépend bien sûr des... Voilà, la réponse... moi, je travaille dans une entreprise que je ne représente pas aujourd'hui. Du coup, je ne suis pas une consultante qui intervient dans énormément d'entreprises pour vous faire une réponse complète. Donc, je dirais que deux réponses. C'est-à-dire que si on a fait ce modèle, ce qui bien sûr arrive à plusieurs de mes collègues, si on a fait ce modèle et à la fin, on n'a pas de KPI, c'est-à-dire qu'on ne voit pas la valeur business qu'elle apporte. On a fait notre serveur et son app, comme je viens de dire. On a des données, qualité de données, OK. On a notre modèle qui répond. Par contre, si à la fin, on n'a pas mis quel est l'intérêt pour l'entreprise de l'avoir, combien est la reconversion, combien on a achat derrière, combien on a interaction client, combien clients on a répondu par biais des, bon, tout le monde les déteste, chatbot au lieu des vrais appels, combien diminuer. Si on n'a pas mis ça à la fin, la durée de ce projet, il sera 1 an. Parce qu'en fait, ça fera plaisir à la personne qui l'a mis en prod. Voilà, c'est tout. On s'arrête là. Parce que si on ne mesure pas qu'est-ce que ça apporte, voilà, la personne qui va gérer le budget, elle dit je ne vois pas l'intérêt de maintenir ce truc parce que qu'est-ce que vous appelez. Si vous avez mis en place et ce qu'ils font les gens ce qu'il faut faire, c'est-à-dire que vous avez dit OK, on met en place le modèle qui va nous conseiller le prochain produit financier à nos clients dans notre base. Donc, un prochain produit, on dit OK, ce modèle, sur 10 produits qu'elle conseille, la personne elle achète 8. Bah, je vous rassure qu'en fait, elle va rester en prod, autant que les conversions d'achat de ce produit sera à 80%. Donc, c'est vraiment variable de la valeur qu'il va apporter le modèle. Donc, ça peut durer longtemps ou ça peut durer juste 1 an parce que finalement, on n'a pas mis en place des dashboards qui nous permettent de dire mais attendez, si on arrête, finalement, regardez, on perd autant de valeur, on perd autant de conversions, on perd autant d'argent, quoi, concrètement. Donc, voilà, la réponse dépend de qu'est-ce qu'on mesure et comment on va voir de la valeur du modèle en prod. Merci. Je vous en prie. Merci pour la conférence. J'avais une question sur l'entraînement du modèle. Vous parlez du fait qu'au départ, les données, on les normalise, on crop l'image, on transforme, etc. Est-ce que justement cette étape de normalisation, on doit également la faire aussi lorsque le modèle est en production sur les données d'entrée? Et est-ce que justement, si on normalise à l'entrée, on n'est pas finalement obligé aussi à l'entraînement, pardon, est-ce qu'on n'est pas obligé de normaliser aussi lorsque le modèle est en production? Ok. Dans mon expérience, nous, on faisait plutôt, on normalisait, mais sur mon exemple, je n'ai pas attardé sur ça. Sur les images, par exemple, on va appliquer une grande partie des data augmentation où nous allons essayer de simuler le maximum de variabilité qui pourrait arriver au monde. C'est-à-dire que si la photo est l'envers, si on allait, par exemple pour cette image, à quel zoom. Donc, on va faire ça, c'est-à-dire qu'avec les images de base, on va faire data augmentation. Ensuite, on va faire préparation sur ces images qui sont finalement, on les a inventées quelque part. Et ensuite, faire la reconnaissance. Comme on va travailler sur les données de l'extérieur, on va aussi essayer de dire, OK, notre image, elle est quand même au centre de nos images. Elle est en grayscale, c'est-à-dire il y a qu'un canal d'information. Donc, les deux, c'est pour qu'on puisse reconnaître le monde extérieur, on doit faire les traitements sur les données d'entrée. Plus de questions? Ah, si. Bonjour, est-ce que vous avez déjà eu des problèmes de temps de performance sur la mise en production de ce que vous obtenez? C'est-à-dire que l'algorithme, il marche bien, le résultat du modèle est bon, la qualité est très bonne. Par contre, en fait, ce n'est pas utilisable en production parce que c'est trop lent en temps de réponse. Et comment est-ce que ce genre de problématiques peuvent se traiter? Oui, bien sûr, ça arrive. Ça sera, donc, en fonction des... je pense que comme tout apprentissage, c'est-à-dire qu'on va essayer de distinguer est-ce que c'est vraiment le modèle qui est long ou c'est notre traitement avant, par exemple, qui peut être long ou qu'est-ce qu'on fait avec les données. Et souvent, les modèles qui sont plus larges, plus grands, ils sont plus gourmands dans le temps parce qu'en fait, le traitement pourra appliquer. Donc, ce qu'on va faire, c'est
essayer de, ce qui nous est arrivé, c'est diminuer l'architecture, c'est-à-dire qu'en fait, on va essayer de sortir quelques couches, ou aussi, on va passer aujourd'hui, il y a une approche qui veut dire student learning, c'est-à-dire qu'on va prendre les plus grands modèles qui nous sont satisfaits des résultats, et c'est ça ce qu'on veut obtenir, et on va prendre un plus petit modèle, et en fait, on va les données ils vont entrer les deux, et ensuite, on va entraîner le petit modèle, simuler les grands. Donc, c'est-à-dire qu'on va avoir moins de... Enfin, un réseau de neurones, il sera plus petit, et donc, on pourrait avoir les meilleures performances. Donc, il existe, enfin, plusieurs... ça, c'est une des approches, il me semble, teacher-student learning, un truc comme ça, si je ne me trompe pas, qui donc, en fait, le grand modèle, c'est teacher, et en fait, on a un plus petit modèle, qui est student, qui va apprendre, essayer de prédire, on ne parle pas des zéros, on va essayer de prédire la même chose que prédit le petit. Il a des limites. Il y a aussi, bien sûr, les discriminations discriminatoires, parce que si on va faire combien de valeurs après la virgule, peut-être combien de valeurs après la virgule on va proposer dans le modèle. Pareil, ça nous permet de diminuer les ressources nécessaires et le temps, parce que finalement, on peut se garantir sur le plus petites données. Je ne sais pas si ça répond à vos problématiques ou vous avez peut-être testé ce genre de choses, mais... Non, c'était purement théorique. D'accord, mais c'est des pistes qui aujourd'hui sont explorées pour ça. Merci. Je vous en prie. Bonjour. Bonjour. Est-ce que si on veut avoir ce genre d'approche, il faut repenser aussi l'organisation des rôles dans l'entreprise? Parfois, on a la partie développement qui peut être assez séparée de la partie analytics. Et du coup, là, quand on fait ce genre de boucle, eh bien, on a besoin que les data scientists puissent pousser des modèles en production. Et du coup, ça oblige parfois à faire travailler des équipes qui n'ont pas l'habitude de travailler ensemble. Est-ce que vous, dans vos exemples, vous avez dû oui, réorganiser, oui, bien sûr. C'est une question qui se pose régulièrement. Après, je ne suis pas experte en organisation de travail. Je peux vous dire que oui, bien sûr, c'est mieux si data scientist, il travaille avec le métier et finalement, il push. Mais il faut qu'en même temps, c'est dommage que la personne est partie parce qu'ils disent comment on peut rentrer en fonction où si on est développeur, là, on a tout notre rôle à jouer pour peut-être s'intéresser à data science et devenir cette personne qui va mettre à disposition les modèles, parce que jusqu'à là, ce qui était vu, ce qu'on discute, c'est que data scientists, ils ont un rôle très important, ils ont fait études, des stats, maths, ils savent comment choisir les loss. Par contre, leurs compétences en développement, elles ne sont pas toujours les mêmes qu'aux personnes développeurs. Du coup, c'est tout intérêt de travailler ensemble pour mettre à disposition des modèles qui sont qualité, avec barrières de qualité qui sont imposées aux entreprises. Donc oui, bien sûr, il a repensé tout modèle, peut-être organisé en équipe, enfin je ne sais pas comment marche mon organisme, mais organisé en modèle multidisciplinaire où on peut discuter. Donc en effet, c'est... Il nous reste 7 minutes 20, pour être précis. Mais s'il n'y a plus de questions, on peut s'arrêter là aussi. Plus de questions? Merci. Merci beaucoup à vous.